Bonjour, monsieur le coordinateur national. Merci de nous accorder cet entretien. Nous avons 2 minutes. Je vais essayer d'être bref dans les questions, en tout cas, pour vous laisser surtout à vous la parole. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide panorama de l'état de la menace terroriste en France aujourd'hui et en Europe plus généralement? Merci, Monsieur Ayad. Bonjour tout d'abord. Je salue évidemment que le directeur exécutif d'Elnet, les représentants de l'Institut Montaigne, qui organise ce sommet important en partenariat avec Elnet, l'Institut Montaigne, l'ensemble des intervenants. Et donc, comme ça a été dit par Monsieur le directeur exécutif, donc je m'exprime évidemment aussi au nom du président de la République, qui est très attentif à la question de la lutte contre le terrorisme et en général et bien évidemment à la tenue de ce sommet en particulier. Alors d'abord sur l'état de la menace, je crois que l'état de la menace en France et en Europe, dans les pays d'Europe, n'est pas finalement fondamentalement différent. On reste aujourd'hui sur une menace de type essentiellement endogène, c'est-à-dire avec des terroristes, des individus qui sont présents en France, sur le territoire des États membres, et puis qui vont passer à l'action, inspirés par la propagande de l'État islamique et de Al-Qaïda, une propagande qui peut être plus ou moins virulente en fonction des événements. Et on a vu récemment avec les événements qui se sont déroulés en France autour de cette campagne dirigée contre notre pays sur le thème de la France islamophobe, suite à la republication des caricatures de Charlie Hebdo, suite au discours du président de la République au Muro au moment de l'hommage rendu à Samuel Paty, on a vu que cette propagande pouvait être très virulente et puis susciter, in fine, des passages à l'action. Cette menace endogène, elle reste très prégnante en France, dans tous les pays, avec des individus d'ailleurs qui sont de moins en moins connectés au sens propre comme au sens figuré avec le Levant, avec la Syrie et l'Irak, contrairement à ce qu'on pouvait voir en 2016, 2017, avec des auteurs endogènes qui passaient à l'action, mais en ayant des liens avec des individus qui étaient en Syrie ou en Irak, qui parfois les pilotaient. On a tous en tête le souvenir de Rachid Kassim, qui a entraîné le passage à l'action, qui a dirigé le passage à l'action d'un certain nombre d'acteurs endogènes. Ça n'est plus trop le cas aujourd'hui. Il y a moins de contacts sur zone, il y en a même quasiment plus du tout pour ce qui est de l'exemple français. Et on se trouve confronté à une menace endogène d'individus qui se radicalisent très rapidement, qui passent à l'action tout aussi rapidement, et surtout, et c'était le cas des 7 dernières attaques qui ont frappé le territoire français, qui sont totalement inconnus des services de renseignement. Donc, ce qui rend évidemment le travail beaucoup plus compliqué pour nos services. Donc, actuellement, cette menace endogène, c'est la plus importante. Et des acteurs qui passent à l'action avec des moyens, on va dire, rudimentaires, couteaux, voitures béliers, mais évidemment, ça n'est pas exclusif d'une certaine forme, parfois de professionnalisation du mode opératoire. On l'a vu en 2017, donc, puisque je sais que Manuel Valls va intervenir lors de ce sommet. On l'a vu en août 2017 à Barcelone puis à Cambrils, où on a un groupe endogène qui va réunir jusqu'à 12 personnes et qui va fomenter un projet, fabriquer des explosifs dans la plus totale clandestinité pour mener une action violente. Donc, certes, avec des moyens artisanaux, mais quand même qui fabriquent plusieurs dizaines, près de 200 kilos, je crois, de mémoire, de TATP. Donc voilà, donc cette menace endogène, elle reste pour nous la plus importante. Mais nous n'excluons pas pour autant la menace exogène, c'est-à-dire celle qui relève d'équipes projetées sur le territoire national ou projetées sur d'autres pays de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on constate que l'État islamique se reconstitue dans la clandestinité sur zone. C'est notamment le cas au nord de l'Irak, c'est le cas dans le désert de la Badia. Nous constatons aussi qu'il y a eu un certain nombre de combattants étrangers qui sont rentrés dans leur pays sans forcément être judiciarisés. C'était le cas au Maghreb, ça a été le cas dans certains pays des Balkans. Et donc, pour nous, ces individus représentent une menace qui est toujours là, qui est bien réelle. Alors, évidemment, nous travaillons avec les services de renseignement de ces États, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, mais je crois que vous souhaitez que nous abordions cette question des coopérations, donc j'y reviendrai. C'est fondamental, cette coopération entre les services de renseignement antiterroristes des États. Mais voilà, cette menace projetée, elle nous semble toujours
crédible, elle est moins probable, mais elle est toujours crédible, et donc nous nous y préparons, et d'autant plus que les velléités d'action en France en particulier ou en Europe d'une manière générale et dans les démocraties occidentales sont toujours présentes dans le discours et dans la propagande de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Donc pour nous, ça reste effectivement une grande préoccupation. Et je veux rappeler aussi que pour l'attaque de Vienne en Autriche en octobre 2020, début novembre 2020, pardon, il faut avoir en tête que l'auteur était un individu qui était en contact avec des membres proches, enfin ralliés à l'État islamique et qui se trouvaient dans les Balkans. Donc voilà, donc il faut qu'on reste extrêmement attentif et vigilant, et c'est ce que font les services français avec tous leurs partenaires. Alors justement, monsieur le coordinateur, on va parler justement de coopération. Il y a eu un grand changement récent au sein de l'Union européenne. Il y a un pays qui en est parti, qui était un pays important et qui jouait un rôle majeur, notamment en matière de lutte antiterroriste. Je pense au Royaume-Uni. Est-ce que le Brexit a impliqué un quelconque changement en matière de coopération antiterroriste, ou est-ce qu'il y a des effets sur cette coopération, sur les échanges, que ce soit d'informations ou autre? Alors, d'abord, sur la coopération en matière de lutte antiterroriste, je vais répondre à votre question particulière d'une manière un peu plus générale pour que les participants comprennent bien ce qu'est la coopération en matière de lutte antiterroriste. Et j'ai presque envie de dire que je parle aussi sous le contrôle de Gilles de Kerchove qui nous écoute, qui est le coordonnateur européen, du secrétariat général du Conseil en matière de lutte antiterroriste. La coopération en matière de terroriste, en matière de terrorisme, relève de la compétence de chaque État membre. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Toute l'action qui est menée par les services de renseignement relève de chaque État membre. Donc entre eux, évidemment, puisque tout le monde connaît l'existence du GATT, du groupe antiterroriste, qui réunit les services de renseignement intérieurs des membres de l'Union européenne et d'autres États, y compris certains États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, je pense notamment à la Suisse et aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc cette coopération, elle est fondamentale. Et depuis 2015, où il faut se souvenir qu'en novembre 2015, ce qui arrive, c'est en fait un groupe d'individus connus qui étaient en Syrie et en Irak, qui rejoignent la Belgique et qui attaquent la France. Et donc depuis 2015, il y a eu une montée en puissance des échanges d'informations entre les services de renseignement intérieurs et également les services de renseignement extérieurs, évidemment, qui a littéralement explosé. C'est-à-dire qu'on a eu énormément d'échanges d'informations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est hors compétence de l'Union européenne. En revanche, l'Union européenne, en matière de lutte antiterroriste, joue un rôle fondamental parce qu'elle bâtit le cadre juridique pour partie de cette coopération, avec des réglementations, notamment en matière de circulation des armes, de vente, de commercialisation des composants d'explosifs, en matière de règles de financement du terrorisme, où on a un certain nombre de règles qui sont édictées qui permettent de mieux appréhender ces flux financiers. Et puis, il y a un élément aussi très important, c'est que l'Europe a bâti des outils qui sont les fichiers qui nous permettent de suivre les combattants étrangers sur le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, et notamment le fameux système d'information Schengen, qui est directement alimenté, par exemple pour la France, par le fichier des personnes recherchées. Et donc l'Europe bâtit ces outils qui nous permettent de lutter contre le terrorisme et organise par ailleurs, parce que là on est dans la compétence de l'Union européenne, une coopération judiciaire de très haut niveau. Alors la sortie des Britanniques de l'Union européenne, dans ce cadre-là, on reste dans une coopération qui est entre États intergouvernementales. Donc la sortie du Royaume-Uni ne joue pas et n'a aucun impact sur la coopération entre les États membres. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est-à-dire que les services, qu'il s'agisse du MI5 pour le service intérieur, le MI6 pour le service extérieur, continuent évidemment d'échanger des informations avec leurs partenaires. Évidemment, c'est plus compliqué en matière de coopération judiciaire, où il faut restaurer des accords de coopération, mais c'est possible entre l'Union européenne et les pays tiers. Et évidemment, il faut aussi trouver des solutions en matière de fichiers, et je pense notamment au système d'information Schengen. Mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de coopération et en matière de lutte antiterroriste n'a pas d'impact dès lors qu'on se situe en dehors du cadre de l'Union européenne. Et encore une fois, cette compétence en matière de lutte antiterroriste, elle relève des États membres, c'est une compétence de souveraineté nationale, et c'est très important que les choses restent ainsi. C'est vraiment très important parce que nos services de renseignement, de
tous les États membres de l'Union européenne, d'Europe, échangent, travaillent avec des sources humaines, travaillent avec des moyens techniques, et puis travaillent aussi, il faut le saluer, avec les informations qui sont communiquées par les grands partenaires. Je pense notamment aux partenaires américains, je pense aux partenaires israéliens. Donc nous avons énormément d'informations qui nous sont transmises, les échanges sont dans les deux sens, et c'est extrêmement important. Et nous souffririons s'il fallait mutualiser le renseignement, d'abord parce que nous mettrions sans doute en péril, alors mutualiser, ça veut dire échanger à large échelle, nous mettrions sans doute en péril les sources humaines, sans doute des techniques de renseignement et sans doute des informations données par des grands partenaires. Donc pour nous, cette compétence propre des États membres est fondamentale et elle s'exerce, je peux vous le dire pour en avoir été un des acteurs, de manière extrêmement soutenue et notamment depuis 2015 où les échanges ont significativement augmenté et depuis son élection, le président de la République est évidemment très attaché à ce haut niveau de coopération entre tous les États. Pour rester à un niveau européen, justement, et il ne s'agit pas là, pour le coup, de coopération ou de collaboration, mais peut-être plus de coordination. Il y a des positions assez différentes, on l'a vu, qui se sont exprimées récemment sur la nécessité ou pas de rapatrier les familles de djihadistes ou les djihadistes, enfin surtout leurs familles, femmes et enfants, restés sur zone et aujourd'hui aux mains des forces kurdes. Il y a 2 pays qui ont décidé de rapatrier l'ensemble des enfants. En revanche, c'est moins clair en ce qui concerne les mères. Il s'agit de la Finlande et de la Belgique. Le fait que la France adopte une position totalement différente, que l'Allemagne, elle, fait des exceptions relativement fréquentes, dans le fait que on va se retrouver avec des situations très différentes, des gens qui vont être judiciarisés, d'autres pas. Certains vont être sur zone, certains vont être judiciarisés dans leur pays et éventuellement avec des conséquences pour d'autres pays. Alors, effectivement, d'abord, vous avez raison de souligner cette situation-là, qui est un élément de préoccupation, hein, le sort des combattants étrangers sur zone. Un autre élément de préoccupation pour chacun des services de renseignement de nos États membres au sein de l'Union européenne, c'est le sort des sortants de prison, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés pour terrorisme sur nos territoires nationaux et qui purgent leur peine et dont un certain nombre sortent. Donc, vous savez qu'en France, on a un dispositif très spécifique avec la création du service national du renseignement pénitentiaire qui avait été initié sous le quinquennat précédent. Puis le président Macron a souhaité qu'on aille plus loin. On a créé un service national, on suit ces individus, on a des mesures administratives. Bientôt, comme l'a annoncé le ministre de la Justice, des mesures de suivi judiciaire de ces individus pour essayer de circonscrire la menace et vraiment y parvenir parce que c'est un point d'attention. Évidemment que les combattants étrangers sur zone, c'est un autre point d'attention. Vous l'avez souligné dans votre question, là-dessus, il y a une grande convergence entre tous les États européens qui, sur ces sujets-là, bien que ce soit de la compétence de chaque État, échangent. Nous parlons entre services, nous échangeons à un échelon service, un échelon politique aussi, pour essayer de dégager évidemment une position commune, même si, encore une fois, ça relève de chaque État membre. Pour les combattants, il n'y a pas tellement de débat. Les combattants, nos combattants, qu'il s'agisse des combattants partis de France comme de ceux qui sont partis d'autres pays de l'Union européenne, la plupart, certains évoluent librement, d'autres sont incarcérés. Pour ce qui concerne la France, nous en avons en Irak une dizaine, et puis nous en avons une soixantaine en Syrie, qui sont aux mains essentiellement des FDS, des forces démocratiques syriennes, donc c'est-à-dire à la fois majoritairement kurdes, et puis avec des milices arabes. Donc pour cela, il n'y a pas tellement de débat. Il y a un sujet, effectivement, il y a une réflexion pour les femmes et les enfants. Mais en réalité, il y a quand même une grande convergence de tous les États membres, et en tout cas pour les 7 principaux, c'est-à-dire les 7 pays qui ont eu les contingents les plus importants de départ sur zone, la France ayant eu le plus gros contingent avec plus de 1400 adultes partis sur zone. Il y a une grande convergence qui est finalement de n'avoir qu'une approche humanitaire et au cas par cas. Et au cas par cas. Donc, essentiellement d'ailleurs pour les mineurs en réalité, essentiellement pour les mineurs. C'est la position de la France, qui considère que pour les adultes, ils sont partis sur zone en connaissance de cause, et donc ils doivent être jugés et purger leur peine là où ils ont commis leurs exactions, en Irak, en Syrie, et donc ça vaut pour les femmes et les enfants. Et effectivement, pour les enfants, il y a un débat entre certains pays, certains envisagent des rapatriements, certains ont procédé à certains rapatriements, c'est ce que la France a fait d'ailleurs, nous avons rapatrié un peu moins d'une quarantaine de mineurs qui étaient orphelins ou isolés. Mais il n'y a pas de divergence fondamentale dans l'approche qui est la nôtre entre les différents services de renseignement
européen et même entre les autorités politiques de nos pays respectifs. C'est-à-dire qu'il y a bien cette idée que pour les adultes, pour les combattants, ils restent sur zone. Certains pays peuvent avoir une approche différente pour certains adultes et essentiellement, exclusivement des femmes en cas de maladie, de situation humanitaire. On a pu avoir des rapatriements. On a cité le cas, récemment, vous avez cité l'Allemagne, il y a le cas de la Finlande. Et puis, il y a le Premier ministre belge qui a fait un certain nombre de déclarations à ce sujet sur le sort des enfants seulement. Et uniquement dans des situations, pour des raisons, humanitaires. Donc, je ne vois pas une grande divergence dans ce front que je trouve toujours très uni sur le sujet. Il y a simplement une approche au cas par cas en fonction de circonstances humanitaires qui peut être effectivement différente. Merci, monsieur le coordonnateur. Vous avez devancé ma question sur l'avenir des prisons et l'enjeu des prisonniers auquel vous avez déjà répondu. Et je vais me permettre une dernière question sur… vous avez évoqué une région d'Europe, les Balkans, comme source d'inquiétude. Est-ce que les Balkans peuvent à l'avenir devenir non pas un refuge de djihadistes, mais un lieu d'où la menace peut être nettement plus forte qu'ailleurs. Or, c'est un lieu qui est quand même extrêmement sensible dans la mesure où la proximité avec l'Union européenne, et d'ailleurs certains pays des Balkans font partie de l'Union européenne, d'autres pas, est immédiate. Alors, d'abord, sur les sortants de prison, juste vraiment un mot là-dessus. Je n'ai pas trop développé le sujet, mais vous dire que la préoccupation de la radicalisation dans les prisons, elle existe, elle est prise en compte, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'individus qui se radicalisent en prison au contact d'autres détenus, et ça, c'est un phénomène qui concerne aussi les détenus de droit commun. Donc, en France, nous avons 1300 personnes environ qui sont suivies au titre de la radicalisation. C'est un peu moins de 500 pour des faits, des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, et c'est 800 détenus de droit commun. Et les choses ont commencé à se mettre en place sous le quinquennat de François Hollande, et puis le président Macron a souhaité que nous accélérions considérablement. Et je le rappelle à dessein parce que la radicalisation dans les prisons, et Hakim El-Karaoui sait très bien de quoi je parle, elle n'est pas née en 2014, 2015, avec les premières mesures qui ont été prises. Elle existait bien auparavant et on peut se demander si elle a été traitée de manière pertinente. On peut se demander. En tout cas, désormais, il y a donc depuis maintenant 6 ou 7 ans un dispositif qui est mis en place avec un service de renseignement qui évalue la dangerosité et surtout un suivi qui est effectué à la sortie de détention et qui est un suivi rigoureux, mais j'insiste là-dessus parce que pour nos services de renseignement des États membres, c'est vraiment une des menaces les plus importantes actuellement. Au titre de l'action endogène, l'action sur le territoire, c'est vraiment une des menaces les plus importantes parce que nous sommes confrontés à une vraie difficulté avec des individus qui ont été condamnés pour faits de terrorisme, dont pour nos opinions publiques, ils sont porteurs de menaces, évidemment. Mais sauf que ce sont en même temps des gens qui ont purgé leur peine. Et donc, il faut définir une dangerosité, définir des éléments nouveaux qui vont nous permettre de continuer à les suivre en renseignement. Et là-dessus, je veux dire que si chaque État membre est compétent, les manières, les bonnes pratiques entre nos États ont atteint vraiment un niveau remarquable. On sait exactement ce qui est fait dans chaque État. Les uns s'inspirent des méthodes des autres. Voilà. Alors, pour répondre… Pardon. Je suis désolé, je vous interromps. Puisque vous avez justement bien voulu revenir sur cette question des prisons, il y a eu une proposition de loi en France d'étendre un contrôle judiciaire pendant plusieurs années qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que le gouvernement envisage comme suivi de type judiciaire pour ceux qui sortent de prison? Alors, effectivement, actuellement, les sortants de prison sont suivis dans le cadre de mesures administratives, de mesures de police administrative, de surveillance, qui sont des mesures assez contraignantes, où dès lors qu'un individu sort de prison et dont on considère qu'il continue à constituer une menace, les services de renseignement ont la possibilité, et en réalité, c'est ce qu'ils font pour la plupart des sortants de prison condamnés pour des faits de terrorisme, les astreignent à ces mesures administratives qui les contraignent à venir pointer en gendarmerie, comme dans les commissariats de police, à ne pas sortir d'un certain périmètre sauf à l'avoir déclaré. Et donc, ce sont des mesures contraignantes et qui nous permettent d'assurer ces suivis. Évidemment, ne mettant pas sur les suivis techniques qui sont éventuellement mis en place ou les suivis avec moyens de sources humaines, les techniques habituelles des services de renseignement. Et effectivement, une proposition de loi avait proposé d'avoir un complément avec des mesures à caractère judiciaire qui permettaient d'imposer un suivi
socio-éducatif à ces personnes, un suivi qui soit judiciaire. Et ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui l'a considéré qu'il n'était pas suffisamment proportionné. Et comme l'a annoncé le ministre de la Justice, le gouvernement français a retravaillé ces mesures de manière à les rendre plus adaptées, plus proportionnées, et elles seront représentées, elles vont être représentées au Parlement, et c'est un dossier pour lequel, pour reprendre une expression française, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire, et on aura un dispositif également de suivi socio-judiciaire qui est extrêmement important, et donc de nouvelles propositions seront bien proposées au Parlement. Alors, j'en viens aux Balkans. Oui, et évidemment que les Balkans, c'est une zone actuellement à risque. D'abord parce qu'il y a eu énormément de combattants qui sont partis depuis les Balkans en Syrie et en Irak. On peut dire, et les services de renseignement de tous les États membres, les grands services de renseignement américains, israéliens, britanniques le savent, ce sont des redoutables combattants, des gens extrêmement déterminés, extrêmement motivés, qui ont été à l'origine d'exactions nombreuses. Et puis ce sont des gens qui ont des connexions, évidemment, avec les pays, avec les États membres de l'Union européenne. Et j'y ajouterai d'ailleurs le Caucase aussi, avec les filières tchétchènes qui ont été évidemment très importantes. Oui, pour répondre clairement à vos questions, oui, c'est un point de préoccupation actuellement. Les Balkans, c'est un point de préoccupation. L'auteur de Vienne, je le redis, était en contact avec des individus qui étaient dans les Balkans, dont lui-même d'ailleurs était originaire. Et pour nous, c'est un point d'attention majeur qui conduit nos services, et notamment là, le service extérieur, à travailler en partenariat très étroit avec d'autres services de renseignement, et puis surtout avec les services de renseignement de ces États. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement attentif, mais je vous confirme que c'est effectivement une zone qui inquiète et sur laquelle il faut vraiment concentrer toute notre attention. Parce que pour les raisons que vous avez dites, avec une proximité du territoire de nos États, des communautés originaires de ces pays qui sont présentes sur nos territoires. Et donc voilà, c'est effectivement, cette menace est prise en compte avec beaucoup de sérieux et elle est vraiment caractérisée telle que vous le dites. Retour de combattants, ça c'est moi qui l'ai dit, mais proximité évidemment avec les pays européens. Et encore une fois, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Vienne, où certains réseaux qui ont été démantelés en Allemagne par le BFV, qui peuvent avoir des liens avec les Balkans. Monsieur le coordinateur, je vous remercie infiniment. Je pense qu'on est dans les temps. C'était comme toujours extrêmement riche et extrêmement précis. Et je vais désormais passer la parole, je crois, à David Khalfa, qui va animer une table ronde autour de la radiographie du djihadisme européen. Merci beaucoup, M. Ayad.